Et je remercie aussi le groupe Transit pour cette initiative, que ce soit le rapport ou cette journée, et pour cette invitation. Vous dire que, au vu du coût humain et aussi des violations des droits et des difficultés d'accès aux droits qui ont été très bien présentées avant moi, le réseau Migre Europe a pris position en 2010 pour la fermeture de tous les lieux d'enfermement. Le coût est non seulement humain, ça a été aussi dit, c'est un coût financier auquel fait face une inefficacité qui est assez criante. Donc à l'échelle européenne, on a parlé des statistiques belges, à l'échelle européenne, le taux de renvoi, donc la proportion de personnes qui sont effectivement éloignées après avoir été détenues, est de 40% en 2014, selon la Commission européenne. Donc l'enfermement est assez visiblement inefficace par rapport à celui qui est son objectif affiché. Par contre, il semble très efficace dans un effet de criminalisation des personnes qui sont détenues et il participe du coup de cette criminalisation avec d'autres phénomènes tels que l'amalgame entre immigrés, criminels, terroristes dont on a déjà parlé, mais aussi voilà, la rhétorique de la crise qui est très prégnante depuis quelques années. Un élément de criminalisation qui a été évoqué, sur lequel je ne vais pas moi-même m'étendre, est lié vraiment à l'univers carcéral qui caractérise ces centres. Je vais m'appuyer, si ça vous va, sur une série de photos que j'ai choisies et qui témoignent de cet univers. C'est des photos qui ont été prises dans des centres de différents pays européens par une photographe qui s'appelle Sarah Prestiani, mais aussi des photos plus ou moins voilà, volées dans le cadre de visites effectuées par des militants associatifs ou des parlementaires. Cet univers carcéral, il passe parfois par les bâtiments eux-mêmes, qui sont parfois des anciennes prisons, des anciennes casernes, des hangars, voire des camps de conteneurs ou de préfabriqués, mais parfois aussi des centres flambant neufs, mais tous sont accomunés par la présence de grilles barbelées, caméras de surveillance, par une présence et un encadrement policier constant. C'est aussi le régime en vigueur à l'intérieur de ces centres qui rappelle l'univers carcéral. Donc ça a déjà été dit, c'est très bien évoqué dans le rapport en lien avec le cas belge, mais un régime de groupe qui est caractérisé, je dirais, par une série de privations. Tout d'abord la privation de liberté, mais non seulement, aussi la privation de l'autonomie. Dans certains centres, les détenus doivent se faire accompagner par des agents de sécurité pour aller aux toilettes, par exemple. Une privation qui est aussi une privation de la dignité humaine et une privation aussi, par exemple, de l'intimité. On observe dans certains centres que les visites se font dans des parloirs avec des cloisons vitrées et parfois les détenus doivent parler au téléphone avec leurs proches au travers de ces cloisons. C'est aussi le théâtre quand même de l'absurde. Les règlements intérieurs des centres qu'on a pu analyser font état d'absurdités telles que l'interdiction d'avoir sur soi des crayons ou du papier, donc des livres, des journaux, et ça pour peur que les détenus mettent le feu au centre, mais par contre ils ont des briquets ou des allumettes pour pouvoir fumer des cigarettes, ou encore on ne peut pas avoir des chaussures avec des lacets, mais si les pantalons sont trop larges, c'est bien un lacet qui nous est donné pour que le pantalon y tienne. Et dans certains centres, ces pratiques vont au-delà de ce qui a été dit, avec des pratiques assez récurrentes de mise à nu lors des fouilles au corps, ou encore de lumière qui reste allumée, ça a été évoqué dans le témoignage vidéo, toute la nuit et toute la journée.
Une chose avant de passer aux tendances européennes qui sont l'objet de l'intervention qui m'a été demandée. En 2014, au moment où on publiait un livret qui s'appelle « La face cachée des camps d'étrangers en Europe », en analysant les différentes directives européennes, donc la directive retour, la directive accueil ou le code frontière Schengen qui régissent la détention administrative des étrangers, on constatait déjà un véritable amoindrissement des droits et des libertés fondamentales lorsqu'il s'agit d'étrangers détenus. Et en plus, un écart absolument préoccupant entre les principes qui sont énoncés dans ces textes et les pratiques que l'on constate au quotidien à l'intérieur des centres. Tout d'abord, le principe selon lequel la détention devrait être une mesure de dernier ressort n'est absolument pas respecté à l'échelle européenne. La détention est pratiquement systématique et ça s'est rendu possible par une interprétation très large du risque de fuite qui voilà, est un des motifs qui peuvent permettre le placement d'un étranger en détention en vue de son expulsion ou dans le cadre de l'analyse de sa demande d'asile. On me fait signe que le son est un peu trop fort. Okay. Alors soit si vous pouvez vous reculer du micro. J'ai déjà une forte voix avec le micro. Okay. Merci. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ok, désolé. Et tout ça semble d'être d'autant plus préoccupant aujourd'hui dans un contexte qui est caractérisé par ce que je définissais tout à l'heure, la rhétorique de la crise, qui elle aussi alimente cette vision de l'étranger comme une menace, comme une invasion déferlante et permet du coup de justifier des lois et des pratiques répressives. Et c'est donc par exemple dans ce contexte que a été possible aux frontières de l'Europe l'ouverture de véritables centres de tri qui au moment de leur première ouverture n'avaient aucune base légale mais où les personnes sont bien privées de liberté et il s'agit des centres dénommés hotspots. Du coup je vais interrompre les photos pour vous montrer autre chose. Alors. Voilà, c'est la 6e édition de la carte des camps, qui est un des outils que le réseau Migre-Europe crée depuis ses débuts, au début des années 2000. Cette édition est parue en octobre dernier. Et, oups, je ne sais pas pourquoi ça va tout seul. Bon. Et, alors, on y revient. Disons que le contexte à partir de 2015-2016 a été celui d'une énorme médiatisation des arrivées sur les côtes européennes et des naufrages. Et dans ce cadre, la détention est restée dans une certaine mesure une sorte d'angle mort de ce spectacle des frontières. Et pourtant, cette 6e édition de la carte recense 400 lieux d'enfermement en Europe et à ses frontières et une augmentation de la capacité totale de détention de 32 000 à 47 000 places entre 2011 et 2016. Donc je vous évoquais tout à l'heure les hotspots qui sont en effet une des nouveautés par rapport aux précédentes éditions de la carte. L'approche hotspot a été élaborée, je le disais, en 2015. Elle apparaît la première fois dans l'agenda migration de la Commission européenne de mai 2015. Et il s'agit, selon les dires de la Commission, d'une approche qui permettrait d'apporter un soutien aux pays définis de première ligne dans les opérations d'identification des exilés qui atteignent les côtes européennes et de tri de ces exilés afin de sélectionner une minorité de demandeurs d'asile de certaines nationalités qui auraient droit à être relocalisés, donc en dérogeant ce règlement Dublin qui a été évoqué à plusieurs reprises et qui auraient donc le droit d'être relocalisés dans d'autres pays européens.
Déjà dire que hotspot est un terme qui est repris du vocabulaire policier des États-Unis. Donc on parle d'une hotspot crime, donc une zone chaude par rapport voilà, aux crimes qui sont commis. Et également la définition de pays de première ligne évoque voilà, le langage militaire, ou en tout cas de guerre. Ces pays de première ligne sont la Grèce et l'Italie. Et cette minorité d'exilés qui aurait droit à la relocalisation est composée d'un maximum de 160 000 personnes. Leur nationalité, ça c'est un peu compliqué, mais sont celles pour lesquelles le statut de réfugié, lorsqu'ils en font la demande, est reconnu à au moins 75% en moyenne dans les pays de l'Union européenne. Donc c'est voilà, déjà une discrimination basée sur la nationalité. Depuis cet agenda migration de mai 2015, 9 centres, donc vous les voyez représentés par des triangles sur la carte, ont effectivement été ouverts en Italie et en Grèce, principalement en Sicile et dans les îles de la mer Égée, pour une capacité totale de 7050 places. Le soutien à ces pays dans ces centres est apporté par différentes agences européennes qui y sont présentes. Donc on a Frontex, on a le Bureau européen d'appui sur les questions d'asile, on a Europol et on a Eurojust. Un premier constat, quand on regarde le déploiement de ces agences à l'intérieur des centres, est celui d'une présence absolument surdimensionnée de l'agence Frontex par rapport aux autres. Et donc au 11 janvier, 570 agents de Frontex étaient déployés dans ces hotspots, dont 508, il faut le dire, en Grèce, contre les 106 agents du Bureau d'appui d'asile. Donc voilà, Frontex étant une agence composée par des officiers de police, des gardes frontières et des gardes-côtes, ça, voilà, ça donne déjà le sens de ces lieux. D'autre part, et toujours en se basant sur des données du 11 janvier, il est évident que la relocalisation, donc on nous a vendu le fait que ces hotspots étaient nécessaires en vue de la relocalisation des personnes, est un échec total. Les personnes qui ont été effectivement relocalisées de Grèce et d'Italie sont environ 10 000 sur un objectif, je le rappelle, de 160 000 sur 2 ans. Donc les 2 ans s'achèvent en septembre 2017. On est aujourd'hui à 6% de l'objectif. Par contre, voilà, je le disais, ces centres existent. À l'intérieur de ces centres, des milliers de personnes sont détenues dans des conditions absolument déplorables. Et voilà, la vague de froid qui frappe aujourd'hui, notamment l'Est de l'Europe, rend ces conditions pratiquement meurtrières. Et le véritable objectif de ces lieux semble donc être celui de trier, de ficher et de mettre entre parenthèses les personnes qui atteignent notre territoire en espérant et en attendant une éventuelle expulsion. Il n'y a pas que les hotspots parmi les tendances européennes à mettre en avant, il y a plus généralement une ambiguïté croissante entre l'accueil et la détention. Donc, pour faire un exemple, dans les documents officiels de la Commission européenne, les hotspots, mais même les centres fermés grecs sont comptabilisés parmi les places d'accueil disponibles dans ce pays. Mais la question ne concerne pas que la Grèce et l'Italie. En France, on assiste par exemple à l'ouverture de nouveaux centres qui s'appellent centres d'accueil et d'orientation. En Italie, à des centres d'accueil extraordinaires, mais aussi parfois à la mise en place d'alternatives à la détention qui n'en sont pas vraiment une. Et on assiste aussi, et ça a été évoqué tout à l'heure, à un renforcement des dispositifs et des systèmes de détention, mais aussi du recours à la détention. Donc c'est la Commission européenne, elle fait vraiment pression en ce moment sur les États pour que, comme elle dit, ils se saisissent à plein des opportunités ouvertes par la directive retour, notamment en termes de durée de détention. Elle l'a fait par écrit à de nombreuses reprises vis-à-vis de l'Italie, et ça semble produire ses fruits dans la mesure où une circulaire
circulaire a été diffusée au sein du ministère de l'Intérieur italien le 30 décembre 2016, selon laquelle le gouvernement voudrait ouvrir un nouveau centre fermé dans chaque région. Il en existait en Italie 13, il n'y en a que 5 qui sont opérationnels aujourd'hui pour des raisons principalement d'insalubrité ou de dommages aux établissements suite à des révoltes, et donc pour des questions budgétaires de travaux qui ne peuvent pas être faits. Voilà, suite aux pressions de la Commission, le gouvernement voudrait donc augmenter de manière exponentielle. Là aussi, on ne sait pas s'il va y arriver, s'il va y avoir de l'argent pour ça, mais en tout cas, c'est l'effet d'annonce qui est fait. Cette augmentation de recours à la détention ne concerne pas uniquement les pays de première arrivée. Je ne vais pas parler bien évidemment du cas belge, mais par exemple en France, le rapport qui a été rendu par les différentes associations qui offrent une aide juridique à l'intérieur des centres de rétention administrative indique qu'en 2015, 48 000 personnes ont été détenues au niveau national. Le nombre de personnes est assez constant, donc 230 000 personnes ont été détenues entre 2011 et 2015, mais ces chiffres là aussi doivent être nuancés par d'autres observations. Un taux d'éloignement de 46% en France métropolitaine et 50% des renvois qui se font plutôt vers d'autres pays européens. Donc soit il s'agit de citoyens par exemple roumains, il y a beaucoup de renvois et ça rappelle le cas belge de citoyens albanais parce que c'est plus facile, et énormément de renvois qui sont effectués dans le cadre du règlement Dublin. D'autres pays où l'on observe un renforcement du recours à la détention, souvent lié à la volonté de communiquer par des effets d'annonce ou des effets dissuasifs, en tout cas recherchés par les autorités nationales, le Royaume-Uni, où depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir, le nombre d'Européens qui sont détenus dans les centres est augmenté de 5 fois et leur taux de renvoi de 232%. Et là aussi, il s'agit d'une volonté de communiquer aux potentiels nouveaux citoyens européens qui voudraient aller vivre au Royaume-Uni, ne venez pas. Le Royaume-Uni est aussi emblématique et je ne vais pas pouvoir développer, mais je vous invite à consulter si vous le voulez un rapport qu'on a publié assez récemment là-dessus. Le Royaume-Uni est emblématique aussi de la sous-traitance de la gestion des lieux d'enfermement à des sociétés privées dans ce pays, mais voilà, le phénomène intéresse à différents titres de nombreux pays. La majorité des centres sont complètement gérés par des entreprises privées de sécurité, donc ça a un effet évident sur les conditions de vie, sur le traitement des personnes à l'intérieur des centres. Ça a un effet politique de dilution des responsabilités, ça a un effet aussi symbolique et encore une fois vers davantage de criminalisation. Un autre aspect à mettre en avant et qui n'apparaît pas beaucoup est le recours au commissariat. Donc les commissariats en Europe et hors Europe, et vous le voyez sur la carte, c'est les traits diagonaux qui sont apposés sur certains pays, jouent un rôle très important dans les systèmes d'éloignement et d'expulsion. Et l'Espagne est un cas assez emblématique de ce point de vue-là. On n'a pas là aussi de données récentes, ça c'est quelque chose de récurrent à l'échelle européenne, mais en 2013, je me souviens plus le pourcentage, 52% des expulsions ont été effectuées directement d'un commissariat. Et dans ces commissariats, le plus souvent, les étrangers sont convoqués de manière frauduleuse, donc sans qu'on leur explique la véritable raison de la convocation. Et comme par hasard, on assiste à de véritables rafles, donc ça a été évoqué par rapport au cas belge, ciblés par nationalité, lorsque des vols charters sont affrétés. Et du coup, les commissariats, dans le cadre de ces renvois collectifs, jouent un rôle absolument prégnant.
Et le dernier point que je voulais juste évoquer, parce que j'aurais pas forcément le temps de le développer, j'ai dit au début que cette carte démontre une augmentation de la capacité des centres de 32 000 à 47 000 places entre 2011 et 2016. Il est important de souligner que cette augmentation se situe pour une proportion assez importante dans des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, donc dans des pays plus ou moins voisins de l'Union européenne, notamment dans les Balkans, en Turquie, au Maghreb et en Afrique. Et c'est le fruit des processus d'externalisation que Pierre-Arnaud Perutti a évoqué lors de son intervention et qui produisent, voilà, où on essaie non seulement de sous-traiter les contrôles, faire en sorte que ce soit des pays dits tiers qui opèrent ces contrôles, qui bloquent les populations, qui les contiennent sur leur territoire, mais de plus en plus on leur délègue aussi l'accueil ou en tout cas la gestion des exilés, et cela semble passer par de plus en plus de détentions. La Turquie, avec laquelle l'Union européenne a signé un arrangement absolument honteux en mars dernier, compte déjà sur son sol 19 centres de détention, et c'est probablement un chiffre qui est destiné à augmenter. Et aujourd'hui, par exemple, un des pays africains qui est visé par ces politiques d'externalisation est le Niger, où voilà, dès l'agenda migration de mai 2015, la Commission européenne voulait ouvrir un processing center, et aujourd'hui il semblerait que suite à un accord qui a été signé finalement avec ce pays dans le cadre d'un nouveau cadre d'accord qui s'appelle l'Immigration Compact, il semblerait que ce soit plusieurs centres déjà existants ou à ouvrir au sein du pays qui pourraient servir de lieu de dissuasion, de contention et de fichage aussi systématique des personnes. Cet accord prévoit aussi la réadmission au Niger des citoyens du Niger qui sont interceptés en situation irrégulière dans le territoire de l'Union, mais aussi la réadmission de tout citoyen ayant transité vers le Niger. Et donc l'ouverture de ce type de centre dans les pays tiers est d'autant plus préoccupante, non seulement pour les conditions et les violations des droits à l'intérieur de ces lieux, mais aussi parce qu'elle participe d'une véritable volonté de voilà, mettre l'accent sur les retours, et sur les retours voilà, à tout prix.